et bienvenue dans ce live, ce recap en live de PS5 Live NXT UK et SmackDown, donc le Go Home Show de SmackDown avant le Royal Rumble. J'ai dit Royal Rumble apparemment. Le micro fonctionne, tout fonctionne, on me dit que j'ai 8 spectateurs, c'est amplement suffisant. J'ai oublié de dire sur Discord qu'on allait partir en live. Lumeka, si tu es là, si tu peux faire ça pour moi, ce serait vraiment très gentil de ta part, ce serait super. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu l'occasion de voir les choses dont on va parler aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu, écoutez, de toute façon, on est là pour en parler. On va commencer par PS5 Live, comme on le fait d'habitude. PS5 Live va commencer avec... alors ça devait être un match Auguste Grey contre Jake Atlas. Le truc c'est que Ariya Daivari sur Twitter a dit ah, vous êtes nul à chier, vous êtes nul. J'ai oublié de baisser la musique, je savais que je vais... Alors, un truc, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, j'ai mal dormi, cette musique trop forte. Ouais, ça va. Excusez-moi, je viens... Bon, hein. Jake Atlas contre Auguste Grey, mais Ariya Daivari a fait remarquer sur Twitter que... Je sais même pas qu'est-ce qu'il a dit, je suis même pas sûr qu'il l'ait dit dans le show, qu'est-ce qu'il a dit concernant le concert. Mais bref, il avait envie d'en être, ou alors il leur a manqué de respect, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, Grey et Atlas l'ont ajouté au match. Ça aurait... Le gros problème de ce genre de match, c'est qu'il y a finalement assez peu d'histoire. C'est-à-dire que Atlas et... coucou grand chat. Atlas et Auguste Grey devaient s'affronter sans aucune raison. C'est-à-dire que c'est des catcheurs, bah voilà, catcher c'est leur métier. Et Daivari a dit ah, vous êtes à chier, ah ouais, bah si c'est ça on se fouille. Et puis voilà, il y a très peu d'histoire. Et du coup c'est difficile d'être investi. À la fin ça a commencé à marcher parce que... Daivari, enfin, j'ai un autre problème surtout, c'est que Daivari il perd très souvent et je me suis fait la réflexion, si vous voulez vraiment qu'on prenne Ariya Daivari au sérieux, il y a un moment donné il va falloir qu'il gagne quelque chose, n'importe quoi. Et là à la fin du match, Jake Atlas allait gagner avec sa prise de finition qui est incroyable. Globalement il fait la roue sur la corde, mais au lieu d'atterrir sur ses pieds, il attrape la tête de son adversaire et lui fait un DDT dans le mouvement. C'est athlétique. Il aurait pu gagner avec ça, mais Ariya Daivari le sort du ring, lui met un coup de poing avec sa chaîne en or. C'est un triple menace, il n'y a pas de disqualification. Et Daivari retourne sur le ring, fait sa corde à linge, j'ai oublié le nom exact, à Auguste Grey pour la victoire. Donc voilà, ils ont réussi à construire une histoire et à faire gagner Ariya Daivari. Donc ça c'est bien. Malheureusement le problème c'est le problème qu'il y a souvent à 205 Live, c'est que ça manque un peu d'enjeu. C'est pour ça que je ne lui ai mis qu'un B-. On va passer au tableau. Vous pouvez dire bonjour au tableau. Ceux qui sont abonnés peuvent même utiliser l'emote bonjour tableau, l'emote personnalisé bonjour tableau. B- pour Ariya Daivari, Auguste Grey et Jake Atlas. Ils sont là. Jake Atlas est là. Auguste Grey, attendez, il était dans le Dusty Tag Team Classic, donc il doit pas être bien loin. Il est là, youpi. Ok, fantastique. Et alors ensuite, on a eu la suite de la bonne idée de la semaine dernière, c'est-à-dire faire s'affronter les femmes à 205 Live, vu que c'est la division poids léger et que la plupart d'entre elles font moins de 205 livres. 205 livres, ça équivaut à peu près à une centaine de kilos, un peu moins de 100 kilos. Elles sont toutes sous cette limite, elles sont presque toutes sous cette limite-là. Donc je trouve que c'est une bonne idée, et là en l'occurrence on a eu Ember Moon et Shotzi Blackheart contre Marina Shafir et Zoey Stark. La pauvre Zoey Stark, sa photo elle est très mauvaise, on a l'impression qu'ils ont pris la photo sans la prévenir. Et je m'attendais à ce que Ember Moon et Shotzi annihilent Marina Shafir et Zoey Stark, étant donné que Marina Shafir, normalement sa partenaire par équipe attitrée, j'ai envie de dire,
c'est Jessamine Duke, donc j'espère qu'elle va bien. Je sais pas pourquoi là elle n'était pas dans le tournoi. Mais j'ai été très agréablement surpris par Zoe Stark. Elle fait legit. J'ai voulu m'enseigner un peu sur ce qu'elle avait fait avant d'être quelque chose, parce que elle fait très, elle fait un peu quelque chose de l'UFC, mais Marina Shafir aussi. Et bien, elle, je sais qu'elle vient de l'UFC. Zoe Stark, je sais pas d'où elle vient, mais voilà, elle fait legit. Je peux pas vous dire mieux. Elle fait un peu verte. Il y a plusieurs moments où c'était pas très très clair. Maintenant, c'est un peu injuste de lui reprocher ça alors que mon compteur de viewers vient de passer de 8 à 92. Le record c'est 173. Si on peut essayer de battre ce record, parce que généralement le samedi midi on fait plus d'audimat. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, ce serait chouette. Ce serait injuste de reprocher ça à Zoe Stark alors que Marina Shafir et Shotzi, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si une des deux s'est blessée ou quoi. L'arbitre avait l'air inquiète de la santé de Shotzi à un moment donné. Je sais pas si ça a un rapport avec ça, mais Marina Shafir et Shotzi Blackheart, à un moment donné, elles ont voulu faire une prise, elles sont tombées toutes les deux, elles sont sorties en dehors du ring. Marina Shafir s'est éloignée, Shotzi est allée après elle, et elles se sont mises à... Tu vois le genre de catch que tu fais toi, genre non, parce qu'il faut pas faire ça chez soi, donc faites pas ça chez vous, mais mettons par exemple si t'étais un adolescent par exemple et que mettons t'avais des frères, et des fois par exemple faudrait pas faire du catch, donc le catch que vous avez pas fait, ça ressemblait un peu à ça, c'est-à-dire le catch très lent où tu anticipe le mouvement avant de le faire et du coup tout est transparent. Bref, ça, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, Zoe Stark m'a vraiment beaucoup impressionné dans ce match. Que évidemment, Shotzi et Ember Moon ont gagné parce que c'est les quelque chose établi de NXT, donc c'est pas très surprenant. J'ai mis un B à ce match-là parce que j'en attendais rien et j'étais agréablement surpris. Donc quand je suis agréablement surpris, je mets des B, je mets des B. On est sur du plaisir, du plaisir non dissimulé. Marina Shafir et Zoe Stark ont eu un B et Shotzi Blackheart et Ember Moon également. Pif. On est fantastique. Perso, je suis à 2,1K. Qui dit... Ah non, d'accord, vous parlez de vos cloches. Je pensais que vous parliez des spectateurs. Je me suis dit, non, on n'est pas à 2100 spectateurs. Non, ça, c'est pas possible. Je peux pas avoir un bug à ce point-là. Ah oui, pardon, on revient au tableau parce que, comme d'habitude, je mets mes points bonus pour l'épisode. J'ai mis 3 points à Zoe Stark. Il faudrait que j'utilise plus la souris parce que je crois que c'est un peu... Voilà. 3 points à Zoe Stark, on est par ordre alphabétique. Après ça, on va passer à vos messages concernant 205 Live. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser vos cloches pour mettre votre message en avant. Je le lirai juste après le récap. Donc là, c'est vraiment très 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 bientôt. J'ai mis 2 points à Aria Daivari qui enfin gagne des trucs. Il est où Aria Daivari? Il est là. Et j'ai mis 1 point à Ember Moon, parce que c'est elle qui a eu la victoire et que, comme il n'y a pas beaucoup de matchs dans à 205 Live, c'est toujours un peu délicat d'accorder des points bonus sur un show où il se passe finalement pas grand chose. Hop là, avant de passer au bilan de NXT UK, je vais aller voir si vous avez des questions concernant 205 Live. Vous n'en avez pas, c'est pas très étonnant. Et on passe au bilan de NXT UK. NXT UK qui a été très très bien cette semaine, notamment grâce à l'opener. On va mettre vite les images, voilà et voilà. Jordan Devlin, l'actuel champion Cruiserweight, le vrai champion Cruiserweight, arrive dans le ring et dit qu'il est le champion Cruiserweight qui a eu le règne le plus long. Ce à quoi je réponds, quand il y a 4 mois où t'as pas dû défendre le titre à cause d'une pandémie mondiale, c'est assez facile. Surtout quand t'es dans un show qui dure qu'1 heure et que t'es pas toujours sur le show, bref. Ok, t'es le champion Cruiserweight au règne le plus long si tu veux. Factuellement, c'est vrai.
Et voilà, il dit qu'il attend le prochain challenger. Là-dessus arrive Trent Seven. Trent Seven, la dernière fois qu'on l'a vu, il s'était donné pour mission de gagner le Heritage Cup Tournament, le tournoi pour la ceinture, pour le titre secondaire de NXT UK, donc l'Heritage Cup. Il a perdu en finale de ce tournoi-là, et du coup il avait l'air complètement perdu. Il se disait, parce que pour lui c'était vraiment le truc qu'il fallait qu'il fasse, et ça il n'avait pas réussi à le faire, du coup maintenant il savait plus quoi faire. Et ça c'était la dernière fois qu'on l'a vu. Vous êtes 107, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre. Et comment Et Trent Seven a donc interrompu Jordan Devlin là pour lui dire, écoute, je sais que tu as besoin de nouveaux challengers, et moi j'ai besoin d'un objectif. Donc ce que je te propose, c'est que je vais passer sous la barre des 205 livres, donc le poids qu'il faut faire pour compétiter, pour participer à cette division des poids légers, et je vais t'affronter pour le titre Cruiserweight. Et je me dis, comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu ce genre d'idée avant, quoi. Je trouve ça brillant, je trouve ça génial, je trouve ça original et très bien vu, parce que ils sont tous... Si tu veux, le fait d'être en forme, le fait d'être en santé, comme ils disent au Québec, ça fait partie du taf de catcheur. Ils sont tous hyper bien, ils sont tous hyper musclés. Et ceux qui sont gros, ça fait partie de leur personnage. On va pas demander à Otis de perdre du poids, quoi, si tu veux. On va pas demander l'autre exemple qui me vient, c'est Big Daddy V, un catcheur qui était vraiment énorme, qui est décédé depuis. Voilà, ils lui auraient pas demandé de perdre du poids, ils pouvaient pas construire une histoire. Ils auraient pu construire une histoire autour de ça, mais ça aurait pas été. Le poids faisait partie de leur personnage. Alors que Trent Seven, son personnage, c'est pas spécialement un gros, c'est juste qu'il est un peu, voilà, il est un peu dodu. Il a déjà perdu, il a déjà perdu un peu là. Je trouve ça vraiment trop cool qu'il fasse une histoire d'un gars qui, son objectif c'est de perdre du poids. Je trouve ça génial. Je trouve ça très bien vu. Alors évidemment, c'est très inspirant pour les gars mais il y a plein de gars obèses qui regardent le catch. Je parle en tant que personne qui est passée sous la barre des 205 livres. Non, je trouve ça vraiment trop cool et je trouve ça très original. D'autant que Jordan Devlin a été vraiment à chier avec lui après. Il lui a dit quelque chose de l'ordre de... Toi, tu vas passer sous la barre des 205 livres. Ok, bah écoute mes conseils. Déjà, vas-y mollo sur les kebabs vegan. Et puis, une fois que tu auras perdu quelque chose comme, je sais pas, une trentaine de livres, une quinzaine de kilos, une dizaine de kilos, là on en reparlera. Il est sur le point de partir du ring, il lui fait une petite tape-tape sur la bedaine. J'ai oh putain, fais pas ça. Et Trent Seven lui a mis un coup de la corde à linge. Bien mérité, si vous me demandez mon avis. Je trouve ça vraiment trop cool. Et j'ai mis à ce match un A. À ce segment un A, parce que je trouve... C'est rarement original les storylines dans le catch. Là, tout est... c'est plus bas. Tout est construit autour d'un arc narratif que personnellement j'ai jamais vu dans le catch. Et je peux rarement dire personnellement j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une idée qui soit aussi limpide, parce que je veux dire, tous les catcheurs s'accordent à dire que le plus difficile quand t'es catcheur, c'est pas le fait de faire du sport, c'est pas le fait de soulever de la fonte, c'est le régime. C'est faire gaffe à ce que tu manges. Et je me dis, je trouve ça vachement. Ensuite, on a eu, hop là. Oh la hype. Faut pas que je crie trop fort, excusez-moi. Alors, Kaylee Ray, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, a dit, globalement, après avoir battu Ginny, bon, c'est bon, j'ai battu toutes celles qu'il y avait à battre, maintenant, envoyez-moi la meilleure du monde. Là-dessus arrive Meiko Satomura, légende du catch japonais. Je vais pas faire comme si je suivais le catch japonais, j'ai jamais entendu parler de Meiko Satomura avant il y a 2 ans, quand elle a participé au tournoi Mae Young classique, qui est un tournoi féminin. Je l'avais trouvée incroyable. Elle est on dirait une Io Shirai, mais une Io Shirai, j'allais dire vieillissante. C'est pas vieillissante le mot que je cherche, c'est pas expérimenté non plus, c'est aguerri, voilà. On dirait une Io Shirai avec de l'expérience. Et waouh,
elle est vraiment excellente. Et là, elle arrive à NXT UK. Je pensais qu'elle allait avoir juste un rôle en backstage, parce qu'il disait que Meiko Satomura était intéressée pour avoir un rôle à NXT UK en octobre dernier, je crois. Si elle vient en tant que catcheuse, ça va être vraiment, vraiment trop cool. Voilà, je suis vraiment très hypé. Ensuite, on a eu le match qui a été préparé la semaine dernière entre Ben Carter et Sam Gradwell. Sam Gradwell qui est un espèce de Baron Corbin, mais qui marche mieux que Corbin. C'est-à-dire qu'il a une grande gueule, et en fait, tous les gens qui sont plus petits que lui, et ils sont nombreux, il les rabaisse, il essaie de les humilier. Sauf que là, ça n'a pas marché, donc tout le match a été construit autour de Sam Gradwell est plus fort que Ben Carter, mais Ben Carter est... c'est pas tant qu'il est agile, mais il est surtout rapide. Il a un catch vraiment très vif, voilà. Le mot qui convient, c'est vif. C'est-à-dire qu'il fait des choses que font d'autres gars, qui font des ricochets, voilà. Mais il le fait à une vitesse, il est très impressionnant, Ben Carter. Et en l'occurrence, Ben Carter a fini par gagner après un... Je crois qu'il a fini avec un Frog Splash. Je peux me tromper, mais il me semble bien qu'il a fini avec un Frog Splash. En tout cas, ça a été un... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Ben Carter, j'ai hâte de voir où il va. Et Sam Gradwell fonctionne très bien en mid-card heel. J'ai mis un B à ce match-là, ça a été un plaisir à regarder. C'est pas très étonnant. Ben Carter et Sam Gradwell. B pour Ben Carter et Sam Gradwell. Ils sont bons à NXT UK. Ils sont bons à NXT UK. Ah, ensuite, alors ouais, bon. Cherchez des idées d'emotes, parce que l'emote très très chouette que vous débloquez en vous abonnant au niveau 1, elle est bien, mais elle n'est pas lisible. Du coup, vous savez ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, vous savez que c'est écrit très très chouette, mais si vous ne savez pas, vous savez pas. Je me demande si cette tête-là ce serait pas une bonne emote. Alors, si vous suivez les stages depuis quelques semaines maintenant, vous savez ce que j'ai pensé de la première apparition de Sha Samuels. J'ai envie de l'appeler Samuel. Sha Samuel. Allez, on va l'appeler Sha Samuel, on en a rien à foutre. Vous savez ce que j'ai pensé de la première apparition de Sha Samuel. Je l'ai trouvé un peu ridicule. Et là, ça a été son match dont on savait qu'il allait gagner. Il était contre Josh Morrell. Josh Morrell est un jobber très, très athlétique, c'est-à-dire que c'est un jobber plus. Le gars, il est vraiment très bien. Et on se doutait un peu que Sha Samuel allait gagner. Mais il arrête pas de gueuler. Tout le temps. Quand il est par terre, il gueule parce qu'il a mal. Quand il est pas par terre, quand il gagne, il gueule parce qu'il est content. Quand il n'arrive pas à porter ses prises, il gueule parce qu'il est frustré. Il gueule absolument tout. Là, l'image que vous voyez là, c'est après avoir gagné. C'est, il vient de faire une prise de soumission. Sa prise de finition est très très cool d'ailleurs. Sur Josh Morrell. Et après ça, l'arbitre lui dit il faut que tu te lèves parce qu'il faut que je te soulève la main parce que c'est comme ça que ça marche. Et là, il regarde l'arbitre en faisant du coup, bon. J'ai l'impression que... Ouais, je sais pas pourquoi, le modérateur automatique considère que le mot WrestleMania est vulgaire. Je ne sais pas pourquoi. Donc ouais, non c'est bon, je pensais que la caméra avait frisé, mais non, c'est parce que j'avais arrêté de bouger. J'ai mis C à ce match-là. Contrairement à Ben Carter contre Sam Gradwell, je peux pas dire que c'était un plaisir de voir ce match. C'était plus pénible qu'autre chose. Donc c'est pas mauvais, parce que à la base je voulais mettre C- parce que ça a été si on se fixe sur le fait que le point de focalisation du match c'était Sha Samuel, c'était pénible. Oh, j'ai encore oublié de mettre... Ah non, il est là. J'ai oublié de les ranger par alphabétique, ceux que j'ai ajoutés récemment. Est-ce que Josh Morrell est déjà dans... il est là, super. Mais Josh Morrell était vraiment impressionnant, donc j'hésitais entre un C- et un C+, je suis parti sur un C tout court. Voilà. Parfaitement équilibré comme chaque chose devrait l'être. Ensuite, si vous suivez les stages depuis un moment, vous savez que Ilya Dragunov a tué Jack Starz il y a 2 semaines, je crois. Je peux vérifier, c'était pas il y a 2 semaines, c'était dans ces eaux-là.
Globalement, il avait pas le contrôle du match, ça l'a beaucoup frustré et il a pété un câble. Et du coup, là, dans l'interview, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et Dragunov a dit j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Pendant l'interview, il y a Sam Gradwell qui passe en fond et qui fait oh là, attention, t'approches pas trop près de ce gars-là, il va te casser la gueule. Donc j'imagine qu'on se dirige vers un match Ilya Dragunov contre Sam Gradwell. Et je pense qu'il va se passer exactement la même chose, c'est-à-dire qu'au milieu du match, Ilya Dragunov n'arrive pas à trouver ses repères, et du coup, il va péter un câble et il va tuer Sam Gradwell. J'ai vraiment j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec Ilya Dragunov. J'avais peur qu'il retombe un peu dans le ventre mou de NXT UK, mais non, c'est bon, ils ont encore des projets pour lui. Je sous-entends après sa défaite contre Walter à la fin de l'année dernière. Donc je suis content, ils ont des projets pour lui, ça c'est chouette. Ensuite, parlant de projet, Rampage Brown qui donc a réussi à battre Rampage Brown est un relatif nouveau venu à NXT UK. Il est encore invaincu à NXT UK. La semaine dernière, il a battu Dave Mastiff qui est un des upper mid-carder, on va dire, de NXT UK. Ça fait 3 fois que je dis NXT UK, il faut que j'arrête. En l'occurrence, voilà, il répondait à une interview. Là-dessus arrive l'équipe de Joe Coffey, donc les Gallus. Rampage Brown défie Joe Coffey pour un match. Joe Coffey lui dit pourquoi pas, on verra, en souvenir du bon vieux temps. Donc j'imagine qu'ils se sont déjà croisés plus d'une fois sur le circuit indépendant britannique. Ça va être un bon match. Ça va être un... Je commence à me faire à Rampage Brown. Au départ, j'avais un peu de mal à voir l'intérêt. Toujours pareil, les gars qui introduisent en disant oh, lui, il est vachement fort, toi, t'es là. Bah, montre-moi. Arrête de me dire que t'es vachement fort, montre-moi ce que t'as de particulier. Et du coup, ça établit des attentes qui sont très difficiles à combler. Là, ça commence à venir. Je commence à comprendre l'intérêt de Rampage Brown. Et enfin, nous avons eu le main event de Mark Andrews et Flash Morgan Webster contre Ashton Smith, c'est ça, et Oliver Carter, contre Pretty Deadly, contre The Hunt, Primate et Wild Boar, Primate et Sanglier Sauvage. J'adore The Hunt, je les trouve... J'adore. je trouve qu'ils font très... Ils font pas méchant de Batman, ils font méchant des Tortues Ninja. Moi, je trouve ça vraiment trop cool. Parce que pour moi, le catch, ça s'apparente plus à ça s'apparente plus à des combats, de cartoons ou de jeux vidéo qu'à un sport, vraiment. Bref, mais c'est une question de perception. C'était un match éliminatoire, et du coup, ils l'ont construit intelligemment, c'est-à-dire que ceux qui partaient en premier ont eu... En fait, le début du match, c'était vraiment très axé sur Oliver Carter et Ashton Smith, qui ont vraiment été bons. Dans ce match-là, notamment dans la première moitié du match. Pour moi, c'était un peu couru d'avance que Pretty Deadly allait gagner, parce que c'est eux qui ont la rivalité avec les actuels champions en titre, donc avec Gallus. Donc je me suis dit, essayez de faire en sorte que ça soit pas évident pendant le match. Et ils ont complètement réussi à faire ça. La stratégie de Pretty Deadly, c'était d'exploiter les règles complètement débiles des matchs en équipe à 4. Enfin, match 2 contre 2 contre 2 contre 2. Ça. C'est-à-dire, il y a 2 personnes sur le ring et tu peux passer le relais à n'importe quelle autre équipe. J'ai horreur de cette stipulation, je trouve ça aberrant. C'est-à-dire que, du coup, toi, t'as rarement intérêt à passer le relais à quelqu'un qui soit pas dans ton équipe, et les gens qui sont pas dans ton équipe vont essayer de te voler la place. Enfin, je trouverais ça beaucoup plus logique qu'ils soient 4 dans le ring constamment et ils se passent le tag. Enfin voilà, un match à 2, mais sauf qu'ils sont 4 dans le ring. Mais non, c'est pas les règles d'un match à 4 équipes. Et donc, la stratégie de Pretty Deadly, c'était de ne jamais être dans le match, de s'inviter dans le match une fois qu'il venait d'y avoir une grosse prise pour essayer d'éliminer quelqu'un. Bon, c'était il racontait une histoire, quoi, si vous voulez raconter un truc, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc je disais, première moitié du match, Ashton Smith et Oliver Carter dominent très largement.
Ils arrivent d'ailleurs à éliminer The Hunt en faisant une... je me rappelle plus très bien ce que c'était, mais quand même, il y en a un qui prend l'adversaire en powerbomb et l'autre qui lui saute dessus en sautant sur la troisième corde. Enfin voilà, il y a beaucoup de high flyers là dans ce match. Donc, Carter et Smith ont éliminé The Hunt. Après ça, Mark Andrews et Flash Morgan Webster qui ont été relativement peu dans le match, mais c'est pas parce qu'ils voulaient pas, c'est parce qu'ils ont été effectivement vraiment peu dans le match, ont éliminé Carter et Smith. Donc ça a fini en duel, pardon, Flash Morgan Webster et Mark Andrews contre Pretty Deadly. Je trouvais ça curieux parce que Andrews et Webster sont en rivalité avec The Hunt. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que dans ce match-là, ils s'étaient pas affrontés, parce que c'était ce qui me semblait cohérent. Parce qu'ils ont eu toute une histoire en fin d'année dernière, comme quoi ils étaient amis depuis longtemps, et The Hunt ont trahi Andrews et Webster en s'alignant avec Eddie Dennis, qui est un personnage que j'aime pas beaucoup, on en parlera la semaine prochaine s'il est là. Et je comprenais pas pourquoi ils s'étaient pas affrontés. Et là, j'ai compris pourquoi. Parce que Eddie Dennis, qui ne devait pas être aux abords du ring pour ce match-là, est intervenu dans le dos de l'arbitre alors qu'il restait plus que ces deux équipes-là pour mettre un coup de chaise dans le genou de Mark Andrews. Genou de Mark Andrews qui avait été attaqué par The Hunt en fin d'année dernière. Donc voilà, il a un historique de blessures à ce genou-là. Et du coup, évidemment, il s'est enfui avant que l'arbitre ne remarque sa présence. Et Pretty Deadly en ont profité pour voler la victoire. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Ce match était très bon. Ça, c'est la semaine prochaine. Ce match était vraiment très très bon. Donc je lui ai mis un A. C'est ça, je lui ai mis un A. C'est pas volé. Je trouve qu'il le mérite. Je vais remplir mon tableau avec ce dernier match et avec les points bonus de l'épisode. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à mettre vos messages en avant et je vais les lire après le récap, ce qui arrivera très bientôt. Andrews et Webster ont un A. Andrews et Webster... ah oui, c'est vrai qu'ils sont par ordre alphabétique. Parce qu'en fait, les storylines vont très vite à NXT UK, donc je peux pas vraiment les ranger par storyline. The Hunt, composé de Wild Boar et Primate. Pretty Deadly, Sam Stoker et Lewis Howley. Et qui me manque, Oliver Carter et Ashton Smith, avec une apparition en guest de Eddie Dennis. Concernant les points bonus de l'épisode, j'ai mis 3 points à Carter et Smith qui ont vraiment été les MVP du main event en ce qui me concerne. Carter et Smith, ils sont là. J'ai mis 2 points à Pretty Deadly parce qu'ils l'ont gagné le match. Et ils ont joué, ils ont raconté une histoire. Pour moi, raconter une histoire, c'est vraiment le plus important dans le catch. Et j'ai mis 1 point à Ben Carter parce que j'ai adoré sa performance contre Sam Gradwell dans leur match. Ben Carter. Du coup, ils sont 2 à avoir le nom de famille Carter à NXT UK. Je crois que c'est assez courant, Carter, en Grande-Bretagne. On va passer à vos questions. Vous êtes 158, on est à 15. On est à 15 spectateurs du record. On y va pour le record, on va l'avoir. Alors, Pablo DBST me dit, question simple, qui peut devenir selon toi le prochain champion UK? Vous me posez souvent la question, donc je pense qu'il est temps que j'arrive à une réponse, parce que... Du coup, j'essaye de réfléchir à donner une réponse, parce que la dernière fois, j'ai dit pour l'instant, Walter va pas perdre. Et je commence à envisager que Walter, c'est pas tant qu'il va perdre, c'est qu'il va finir par laisser la ceinture parce qu'il va aller à NXT. Si vous voulez savoir pourquoi je pense ça, je vous renvoie vers le replay de mon stage concernant l'épisode de cette semaine de NXT. Maman est content. Si je devais avoir un choix, j'ai rien d'autre qui me vient, Tyler Bate.
Donc pour l'instant, ma réponse c'est Tyler Bate, mais je vais continuer d'y réfléchir pour peut-être avoir une autre piste plus tard. J'ai 2 questions concernant le catch en général. Pablo DBSD, toujours lui, me demande est-ce que tu as des dream matchs cohérents avec les storylines actuelles en tête pour Catchmania? Oui, du coup, vous dites plus WrestleMania. Pour WrestleMania 37. Ouais, j'en ai, mais est-ce qu'on a envie de développer ça maintenant? Genre, pour moi, il faut qu'il y ait une revanche de Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Qu'est-ce qu'on a comme storyline vraiment chaud en ce moment? Roman Reigns, il faut lui trouver le bon adversaire. Pas Jey Uso, pas Jimmy Uso. J'ai pratiquement envie de dire Cesaro contre Roman Reigns, même si c'est pour que Roman Reigns gagne. Imaginez Cesaro dans le main event du Rumble. Ça serait vraiment cool. Mustafa Ali contre Kofi Kingston, non, ils vont pas le pousser jusqu'à WrestleMania. Bref, on en parlera plus tard, je pense. Et j'ai une autre question concernant le catch en général. Après ça, on fait le recap de SmackDown, ne vous inquiétez pas. Val022002 me dit: salut, que penses-tu de WrestleMania qui est à nouveau sur 2 nuits? Je pense que c'est une bonne idée parce qu'il le faisait de plus en plus long. Là, ça permet d'avoir ça permet qu'on ne soit pas en train de s'endormir. Donc non, je trouve ça bien. Et puis ça permet d'avoir deux main events. Et ça, je trouve ça bien aussi parce que généralement, il y a toujours, il y a plus d'un match qui mérite le main event, mais qui est digne, on va dire ça, qui est digne d'être le main event de WrestleMania. Et penses-tu qu'avec le public à nouveau présent, la WWE n'arrive pas à prévoir leurs réactions et s'attendent à des réactions qui n'auront pas lieu? Je pense que la WWE se contrefout de la réaction du public. Je veux dire, ils ont pushé Reigns pendant 3 ans alors que personne ne voulait de lui. Donc non, je pense qu'ils en ont absolument rien à battre. Après, quelles seront les réactions du public? On verra. Nous allons à présent passer au recap de SmackDown, le Go Home Show de SmackDown avant le Rumble, et ça a été un excellent épisode. Hop, excellent. En fait, ça a été un excellent Go Home Show. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Ça s'est ouvert sur Daniel Bryan qui dit Daniel Bryan qui est un des gros favoris du Rumble. On fera les pronostics du Rumble demain. Pour ceux qui regardent uniquement les replays sur YouTube, je vais pas le poster sur YouTube. Je vais pas poster les pronostics sur YouTube. Donc si vous voulez voir les pronostics, il faudra être sur Twitch demain à midi ou il faudra regarder le recap sur Twitch. Je ferai le recap du Royal Rumble lundi vers midi quand le Rumble sera fini. Et celui-là, je le posterai sur YouTube. Mais les pronostics, ça sera juste sur Twitch. Et je vais voir comment j'organise ça. C'est la première fois que je fais les pronostics sur Twitch, donc c'est pas encore réglé, mais je vais voir. On va se débrouiller. Bref, Daniel Bryan, qui est un des gros favoris du Rumble, est interrompu par AJ Styles. AJ Styles qui vient de Raw, mais comme le Rumble arrive et que c'est un événement où il y a Raw et SmackDown, ils se confrontent. Et AJ Styles qui est un des très rares catcheurs de Raw à avoir un tout petit peu d'histoire, à avoir un tout petit peu raconté l'histoire du Rumble, parce que sinon à Raw c'est un peu le désert, niveau favori pour le Rumble. AJ Styles qui est venu donc avec son fidèle garde du corps Omos qui s'est fait une plaie au front et qui a décidé de mettre du scotch dessus. C'est pas une bonne idée. Vaut mieux mettre un pansement parce que c'est fait pour ça. Daniel Bryan a donc dit qu'il avait vraiment très très hâte du Rumble, que c'était le truc qu'il avait jamais fait à la WWE et qu'il avait hâte d'y être et que ça va être génial. Styles arrive et lui dit que globalement c'est lui qui va gagner, hein, très globalement. Et Bryan le défie pour un match et AJ Styles accepte, disant que ça sera chouette d'avoir un échauffement avant le Rumble. Bon. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Ils ont juste rappelé que Omos est dans la place, quoi. Et je pense que Omos va sauver AJ Styles plus d'une fois dans le Rumble. Mais bon, on parlera des pronostics du Rumble plus tard.
Ensuite, nous avons eu... Non, pardon, ce segment-là, je lui ai mis un B. Donc j'oublie de mettre les notes parce que ça sert un petit peu à ça. C'est un petit peu pour ça que je fais mes lives. Omos, AJ Styles et Daniel Bryan ont tous les 3. Ils sont 3. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Vous l'avez appris ici. AJ Styles, il est à Raw. Omos, il est à Raw aussi. Où sont-ils? AJ Styles. Un B, Omos, un B, et D-Bry ici. Ok, super. La souris. Hop. Ensuite, nous avons eu donc une interview très rapide de Bayley qui dit que donc elle va affronter Bianca Belair voilà, plus tard dans la soirée. Et elle a vu le Chronicle, donc c'est une émission qu'ils font sur, sur le WWE Network, un épisode consacré à la vie de Bianca Belair jusque-là. Elle a été très émue, elle l'a trouvée très forte, mais elle a surtout constaté qu'elle se barre à chaque fois que ça devient difficile et que là, elle est face à un obstacle qu'elle ne pourra pas fuir. Voilà. Globalement, elle dit juste ça. S'ensuit donc le match Bayley contre Bianca Belair, qui a été très bien. C'est-à-dire que les deux femmes ont une bonne alchimie. J'ai eu un peu peur vers la fin parce que j'avais l'impression que Bianca Belair était vraiment blessée, mais non, c'est juste qu'elle, je pense qu'elle scelle vraiment très bien. Elle vend vraiment très bien les prises de Bayley. Qui s'en est surtout pris à son bras. À un moment donné, Bayley a fait une descente du coude sur Bianca Belair alors que Belair était debout mais penché. Elle lui a fait une descente du coude dans les omoplates alors que la descente du coude est une des prises de finition de Bayley. Donc il protège vraiment Bianca Belair et il la présente comme une des favoris du Rumble. Le Rumble féminin a pas été très bien construit cette année. Hein. On en discutera demain midi, mais il n'y a pas beaucoup de favoris, il n'y a pas beaucoup d'histoire, il n'y a pas grand-chose niveau Rumble féminin. Il n'y a pas grand-chose niveau Rumble masculin non plus, mais ils ont un peu corrigé le tir dans cette... Déjà, il y a beaucoup plus, et ils ont un peu corrigé le tir dans cet épisode-là. Bianca Belair a fini par gagner en utilisant, on va dire ça comme ça, le KOD, le Kiss of Death sur Bayley. Donc ça, c'est bien, ça rajoute encore un petit peu de crédibilité à Bianca Belair avant le Rumble. Et après quoi, Kayla Braxton a interviewé Bianca Belair. Et cette dernière a dit que gagner contre Bayley est une des plus grosses victoires de sa carrière et qu'elle a hâte d'ajouter une nouvelle victoire en gagnant le Royal Rumble ce week-end. J'ai beaucoup aimé ces deux segments. J'ai compté ça comme deux segments différents, mais je suis pas vraiment sûr qu'on puisse parler de deux segments différents. J'ai mis un B- au match et un B tout court à l'interview. L'interview était vraiment courte, donc je suis un petit peu partagé sur la façon dont je note mon truc là. Mais bon. Hop, et Bayley avait un rôle secondaire dans l'interview. Voilà. Ensuite, c'est pas une science exacte hein, le tableau. Ensuite, j'ai repris le même graphique que la semaine dernière parce que j'ai pas compris pourquoi on a eu ce match-là. Donc la semaine dernière, King Corbin a battu Dominic Mysterio, le fils de Rey Mysterio, en 3 minutes. Là, ils ont eu un autre match. Dominic Mysterio a attaqué King Corbin avant le match. Je me suis dit, c'est peut-être ça la nuance qu'ils veulent faire cette fois-ci. Et Rey Mysterio était aux commentaires. Donc, Dominic Mysterio a perdu. Et après le match, King Corbin a essayé de s'en prendre à Rey Mysterio, mais Rey Mysterio a contré. Et du coup, voilà. À niveau, il se passe rien. Et Steve Cutler et Wesley Blake, les chevaliers de King Corbin, sont toujours absents. J'espère qu'ils sont en bonne santé. J'espère que ça n'a rien à voir avec la Covid. Et j'ai mis un C à ça parce que j'ai pas compris. Je ne sais pas. Ça faisait extrêmement filler. C'est-à-dire... ils auraient pu passer un récap vidéo
de ce qui s'était passé la semaine dernière, ça aurait été à peu près pareil. Hop là. Ensuite. Non, ça je l'ai gardé parce que j'avais envie de vous en parler. Ils en ont rien à foutre. Natalia va affronter Tamina à Backstage samedi midi pour les Américains, donc là bientôt dans les heures qui viennent. Il y a une semaine, ou il y a peut-être 2 semaines, Tamina et Natalia étaient en équipe sans aucune raison. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, elles étaient en équipe sans aucune raison. La semaine dernière, il y avait un match dans la division féminine et Tamina et Natalia regardaient le match en mode ouais, on est une équipe legit maintenant. Ouais, on regarde les matchs parce que c'est notre division, ça nous concerne. Et là, elles vont s'affronter là pour savoir qui sera la 30e entrante du Rumble. Oh là là, oh là là. Il n'y a aucune des deux n'a la moindre chance de gagner. Ensuite, ça c'était nul. Alors Sasha Banks marche dans un couloir, elle croise Kalisto dont le personnage est à présent je rentre chez moi avec un chapeau. Ça fait 3 fois qu'il nous fait le coup, c'est que Kalisto il est en backstage avec son fedora, et je sais pas si on appelle ça un fedora en français. Donc il est avec son chapeau, il a un chapeau maintenant, et il dit ah ça me fait plaisir de te voir, allez bonne soirée, et il s'en va. Ça fait 3 fois qu'il nous fait le coup. Voilà, donc là il a fait le coup avec Sasha Banks. J'ai hâte de voir où va cette storyline. Probablement chez Kalisto, puisque c'est là-bas qu'il rentre. Bref. Et Sasha Banks croise Reginald, l'homme qu'elle a affronté la semaine dernière, dont plein de gens m'ont dit s'il est aussi agile, c'est parce qu'il est au Cirque du Soleil. Ok. Il peut être très agile sans être du Cirque du Soleil, c'est vrai. Je sais pas pourquoi il y avait besoin d'une justification au fait que... Bref. C'est peut-être parce que j'ai dit que c'était peut-être un catcheur indépendant que je connaissais pas. C'est peut-être pour ça. Voilà. En tout cas, beaucoup de gens m'ont fait remarquer que c'était un ancien artiste du Cirque du Soleil. Et il offre une bouteille à Sasha Banks en disant c'est de la part de Carmella qui tient à s'excuser du fait qu'elle va te battre ce week-end. Sasha Banks affronte Carmella ce week-end. Peut-être. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bref, Carmella va te battre et elle t'offre une bouteille pour s'excuser. Sasha Banks fait semblant de le séduire en lui disant que je sais pas quoi. Et Sasha Banks dit qu'il devrait conseiller un vin à Carmella pour que... Parce que Reginald est sommelier dans l'histoire. Il y a quand même une cohérence. Conseiller une bouteille à Carmella qu'elle pourra boire avec une mâchoire cassée. Ouais... c'était nul. C'était nul. Et là, la bonne blague à laquelle Sasha Banks est en train de rire, c'est parce qu'elle vient de lui dire qu'elle va écraser les espoirs de Carmella comme on écrase du vin. Bon. Ensuite, on a eu une rapide promo où Sami Zayn a pris à part Shinsuke Nakamura en lui disant écoute, j'ai besoin de ton aide pour récupérer mon titre intercontinental. On a une histoire, toi et moi. J'ai fondé l'Artist Collective. Je t'ai sauvé du mid-card. Ton premier match à NXT, c'était contre moi. Et voilà, on a beaucoup d'histoires, toi et moi. Est-ce que tu veux bien m'aider? Ce à quoi Shinsuke Nakamura répond Go to hell. J'aime bien les promos minimalistes de Shinsuke Nakamura. Donc ça, c'était chouette. Ensuite, promo de la semaine, les enfants. Oh là 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 là. C'est devenu rare que en regardant du catch, j'ai des frissons tellement je trouve ça excellent. Là, c'était le cas. Je peux pas rendre justice à cette promo. Si vous avez l'occasion, allez l'écouter. Si vous comprenez l'anglais, allez l'écouter. Je vais vous dire... alors déjà, ça commence, Kevin Owens a un t-shirt Ever Rise Rules. Ever Rise, c'est une équipe à NXT UK composée de 2 Québécois et je trouve ça vraiment trop cool. Parce que Kevin Owens est Québécois lui-même. Owens... Owens dit à Roman Reigns qu'il va... il va le battre cette semaine, au Royal Rumble, parce que cette fois-ci... Jey Uso ne pourra rien faire pour l'empêcher de se relever, vu qu'ils ont un last man standing match où le but du match est de faire en sorte que ton adversaire ne puisse pas être debout au bout du compte de 10 de l'arbitre. Donc Kevin Owens dit il n'y a aucun moyen que je reste à terre. Et Roman Reigns
J'arrive pas à croire que Roman Reigns soit aussi bon au micro. Et Kevin Owens est excellent aussi, et l'alchimie entre les deux est parfaite. Jusqu'à avant ce show-là, j'allais vous dire, c'est un peu dommage qu'il réaffronte Kevin Owens, parce que Kevin Owens a déjà pratiquement battu Roman Reigns 2 fois, et à chaque fois, c'est à cause de l'intervention de Jey Uso que Kevin Owens n'est pas parvenu à gagner. Ça sert à rien qu'il l'affronte une 3e fois, parce que il va probablement se passer la même chose. Il y a très peu de gens qui pensent que Kevin Owens peut gagner. On se doute de ce qui va se passer, et ça va être encore la même chose. Et du coup, est-ce qu'il aurait pas mieux valu que ce soit quelqu'un d'autre qui affronte Roman Reigns? Ça aurait vraiment été dommage de se passer de cette promo-là. Bref. Roman Reigns, en immonde enfoiré qu'il est, dit à Kevin Owens, écoute, t'es un homme, ta famille c'est important pour toi. Quel genre d'homme était ton père? Kevin Owens qui fait, le genre d'homme qu'est mon père, vous avez entendu, il est pas mort, c'est un homme bien, voilà, qui m'a inculqué des valeurs. Roman Reigns rebondit en disant, oui, est-ce que c'était un homme intelligent? Kevin Owens fait, ok, je sais ce que tu essayes de faire, et ça va bien marcher, t'essayes de m'énerver parce que la semaine dernière j'ai dit que je me battais entre autres pour mes grands-parents qui sont morts, qui étaient mes plus grands fans et qui sont morts avant que j'arrive à la WWE, dans une promo de Kevin Owens qui était vraiment excellente aussi la semaine dernière. Et Roman Reigns dit je te parle de ça parce que ton père ne t'a pas... Globalement, ton père ne t'a pas appris quand est-ce qu'il fallait s'arrêter. Ce qui me fait dire que ton père est... est un... Alors, ils disent fool, je ne vais pas traduire par fou. Mais voilà, ton père n'a pas de sens commun, quoi. On le traduirait sur quelque chose de cet ordre-là. Et donc ton grand-père n'a pas de sens commun. Et là, je me suis dit, oh fais pas ça. Et Kevin Owens, toujours sans s'énerver, il commence à s'agacer un peu, mais il est pas vraiment énervé. Il lui dit, je sais plus comment il réagit, je crois qu'il réagit toujours pareil, il réagit de façon tiède. Et Roman Reigns se tourne vers Paul et il dit, comprends toujours pas, Paul, comprends toujours pas. Mais peut-être que tu comprendras quand tu retrouveras tes grands-parents, et que, enfin tes grands-pères, et qu'ils te diront pourquoi tu n'as pas simplement reconnu Roman Reigns comme ton chef tribal. Pourquoi tu ne l'as pas reconnu comme l'homme, l'homme en tête de table. Et là, Kevin Owens commence à s'énerver. Et là, ça devient génial. Kevin Owens dit la seule chose que mes grands-parents me disent, la seule chose que mes grands-pères s'attendraient sûrement à ce que je reconnaisse en toi, c'est que t'es une brute délirante qui cache son insécurité dans une apparence de maîtrise. Et la seule chose que je vois quand je regarde dans le miroir, c'est non. Ah, je sais plus comment il a fait. Je vous ai dit, je vais jamais rendre justice à cette promo. Mais globalement, il commence à dire que il est fier de ce qu'il est. Il est l'homme que lui veut qu'il soit. Il est l'homme que ses parents, sa femme, ses enfants, ses grands-pères, ses grands-mères, que tout le monde veut qu'il soit. Et que quand il se regardera dans la glace après le Royal Rumble, il sera toujours ça. Mais en plus, il sera champion du monde, champion universel. Et pendant qu'il est en train de s'énerver en disant ça, Roman Reigns coupe son côté de la caméra. Et je me dis, ça c'est nettement plus efficace que ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, Kevin Owens a agressé Roman Reigns, si vous voulez. Kevin Owens a eu le dernier mot physiquement. Là, il a vraiment eu le dernier mot. Là, il a vraiment mis Roman Reigns dans une situation où Roman Reigns n'avait plus le contrôle. C'est un A. C'est un A, et c'est un A amplement mérité. Comment on est passé à côté de ce Roman Reigns pendant 4 ans, ça me sidère. Et Kevin Owens est toujours excellent. Si Kevin Owens gagne... mais même pas, parce que si... on parlera des pronostics demain. J'ai envie de parler des pronostics, mais on parlera de ça demain. On fera une petite vidéo spéciale demain, un petit live spécial demain pour parler de... Rumble. Ah là là, j'ai oublié de mettre 17 à Paul Heyman.
plus faire ça maintenant. Hop là, hop, Paul Heyman, ici, pif, pif, hop, 17. Voilà, cadeau. Ensuite, quelle promo, mes enfants. Ensuite, alors, c'était déjà le main event. Je me suis dit, déjà le main event, est-ce qu'il reste une demi-heure de show? Ils vont pas faire un match d'une demi-heure entre Daniel Bryan et AJ Styles dans le Go Home Show pour le Rumble? Pas exactement. AJ Styles et Daniel Bryan s'affrontent. Le match est excellent. Évidemment, c'est AJ Styles et Daniel Bryan. Pendant que Cesaro est au commentaire, je me dis, ah, c'est cool. Ils sont en train de reconnaître que Cesaro a beaucoup de hype en ce moment. C'est bien. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Ensuite, Sami Zayn arrive en plein milieu du match avec ses pancartes, genre Sami avec les initiales qui font Standing Against Moral Injustice. Sami est le vrai champion intercontinental, etc. Continuant de jouer cette storyline de il aurait pas dû perdre contre Biggie. Apollo Crews qui était bizarrement absent de ce show-là. Apollo Crews lui a volé la victoire, a volé la victoire pour Biggie, quoi. Et plus tard, toujours dans le match, Biggie arrive, parce que Sami Zayn a sorti une pancarte, Biggie n'est pas mon champion intercontinental. Biggie arrive et met une corde à linge à Sami Zayn. Sami Zayn qui dit « Ah non, je suis en train de protester de façon pacifique, t'as pas le droit de m'attaquer. » Bon, voilà. Biggie lui met une corde à linge dans la gueule. Je vois plein de gens qui s'extasient devant le fait qu'on est 174 spectateurs. Comment dirais-je, les numéros que vous avez sont pas les numéros que j'ai après dans mon bilan. Donc tant qu'on n'a pas vraiment clairement dépassé les 173, parce que ça peut être, vous voyez 174, mais ça peut être 172, ça, je sais pas comment c'est calculé, mais on va... Ah oui, il y a des gens qui disent qu'il y a 184. Eh ben moi je suis à 177, ok, on a battu le record, chouette, fantastique. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre. Et je me suis dit un truc, mais on en parle à la fin Merci à tous pour votre fidélité, et merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Biggie fait un coup de la corde à linge sur Sami Zayn. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ouais. AJ Styles est à l'extérieur du ring. Daniel Bryan va pour faire un suicide dive sur AJ Styles. AJ Styles l'esquive et c'est Sami Zayn et Cesaro qui le prennent parce que Biggie a lancé Sami Zayn sur Cesaro qu'il a esquivé. AJ Styles et Daniel Bryan essayent de continuer le match, mais Sami Zayn intervient pour les agresser et ça finit ça finit avec une disqualification. Je me suis dit bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, le peu de AJ Styles contre Daniel Bryan qu'on a vu était bien et c'est pas vraiment l'histoire qui est intéressante. L'histoire qui est intéressante, c'est le Rumble, donc pourquoi pas. Je l'ai absolument pas vu venir, ce qui est assez curieux parce que c'est un truc qu'ils ont tendance à faire relativement souvent. Mais à ce moment-là, Nakamura intervient. Nakamura en babyface, ça fonctionne tellement bien. J'étais tellement content de voir Nakamura intervenir. Nakamura qui commence à s'en prendre à Sami Zayn, qui commence à s'en prendre à... qui commence à s'en prendre à Sami Zayn, qui commence à s'en prendre à AJ Styles. Et au moment où il va pour taper Cesaro, il retient son coup parce qu'ils ont cette espèce de fidélité d'équipe. Parce que Cesaro et Nakamura sont encore en équipe, donc j'adore l'idée que ça dépasse les alignements, parce que Shinsuke Nakamura est devenu face, et Cesaro est resté heel, et du coup, on pourrait penser que, ah non, je suis un gentil maintenant, donc je tape sur les méchants, parce que toi t'es méchant. Non, ils sont en équipe, et il leur reste cette fidélité. Mais ils font un match, mais du coup, ça transitionne vers un match à 3 contre 3, Daniel Bryan, Biggie et Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, Cesaro et Sami Zayn. Le match dure un petit moment, c'est assez chouette. Cesaro a l'occasion de briller. Pour moi, ce serait vraiment un kiff monumental que Cesaro gagne le Rumble cette année. Bref. Cesaro a l'occasion de briller. Je crois qu'il y a un autre qui a l'occasion. Biggie. Ah, nous avons un abonnement. Merci beaucoup à toi. Ah mince, j'ai pas accès à... Cheshire TV, merci à toi Cheshire TV, tu as 2 emotes absolument fantastiques que tu peux utiliser. Merci à toi pour ton abonnement. Donc Cesaro brille dans ce six-man tag, qui est interrompu par The Miz et John Morrison. Parce que je vous ai pas parlé de ça, parce que j'ai oublié de prendre un screen. Mais The Miz et John Morrison étaient dans les coulisses, plutôt dans le show, pour dire à Biggie, pas pour dire à Biggie, ils étaient dans le show parce que
The Miz a la mallette Money in the Bank, et du coup, il peut aussi encaisser sa mallette sur le champion universel après le Royal Rumble. C'est un argument comme un autre. Il s'était pris la tête avec Big E en coulisses. Et là, Miz et Morrison interviennent et agressent Big E pendant le match. Sur le coup, je me dis, c'est un peu... c'est pas terrible parce que on vient d'avoir cette fin-là. On vient d'avoir la disqualification à cause d'intervenants extérieurs. Ce que j'avais absolument pas capté, c'est qu'après, Otis est arrivé. Parce que Otis a une histoire avec Miz et Morrison, c'est à cause de Otis était champion, était Money in the Bank, était Mr. Money in the Bank, et The Miz l'a battu de façon déloyale pour récupérer la mallette. Et là, je commence à comprendre ce qu'ils essaient de faire. Ils sont en train de raconter toutes les histoires qui peuvent se passer dans le Rumble. Ils sont en train de raconter toutes les histoires qui peuvent ressurgir dans le Rumble. AJ Styles contre Daniel Bryan, c'était une rivalité de 2019. Otis contre The Miz, c'était une rivalité de 2020 qui peut reprendre feu dans le Rumble. Mais ça raconte aussi Daniel Bryan qui n'a pas la même vision du titre intercontinental que Sami Zayn. Daniel Bryan estimait que Sami Zayn devait défendre le titre plus souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En fait, ça raconte le fait, et il y a Nakamura et Cesaro, ils sont en équipe, mais au Rumble, ça sera chacun pour soi. Il y a évidemment Sami Zayn et Nakamura qui ont une histoire depuis NXT. Enfin voilà, ça raconte énormément de choses. Et là, je me dis, putain, bien joué. Bien joué, parce que j'avais pas envie de voir ce Rumble. J'étais pas du tout hypé par le Rumble. Enfin, pas du tout hypé. Si, bien sûr que si, c'est le Rumble. Je serais toujours hypé pour. Mais j'étais modérément hypé en me disant, ils ont vraiment pas construit beaucoup de vainqueurs potentiels. Et là, je me dis, tout ça, tous ceux qui sont là, j'ai envie de les voir gagner le Rumble. À l'exception de The Miz et John Morrison, mais ils sont pas encore là. Non, ils sont pas encore là. Et du coup, on a un match 5 contre 5. 5 contre 5, vous me demanderez-vous? Mais non, juste 5 contre 4, puisque Otis est intervenu tout seul. Sur le coup, je me suis dit pourquoi il n'a pas amené Chad Gable avec lui, parce qu'ils sont plus ou moins en équipe, Chad Gable et Otis. Chad Gable est le coach d'Otis, donc on peut considérer qu'ils sont plus ou moins en équipe. Ça finira par payer à la fin du match. Donc ils commencent à s'affronter tous. Évidemment, les heels commencent à avoir l'avantage puisqu'ils sont un petit peu plus nombreux. Mais là-dessus arrive Sheamus. Faut prononcer Sheamus, c'est ça? Oh, je m'en fous. Le favori de mes chats par défaut, puisque l'un d'entre eux s'appelle Sheamus. Sheamus arrive pour équilibrer les comptes et je me dis c'est ça le Rumble, c'est le chaos, c'est l'excitation, c'est Shinsuke Nakamura arrive, on se dit chouette, Shinsuke Nakamura arrive, Sheamus arrive, on se dit chouette, Sheamus arrive, et ils ont réussi à hyper tout le Rumble avec ce segment là seulement. Donc ça a fini en match Daniel Bryan Big E, Shinsuke Nakamura, Otis et Sheamus contre AJ Styles, Cesaro, Sami Zayn, The Miz et John Morrison. Le match s'est terminé quand Sami Zayn a essayé de faire un Hell of a Kick sur Sheamus, mais que Sheamus l'a intercepté avec un Brog Kick dans sa mouille. Après quoi Sheamus a voulu célébrer la victoire, mais The Miz et John Morrison l'ont attaqué. Ce qui a occasionné l'arrivée de Braun Strowman. Et ça a été un dur retour à la réalité. J'ai pas du tout envie de voir Braun Strowman gagner. Braun Strowman fait partie de ces gars qui avait une énorme hype il y a peut-être 3 ans et qui a tout perdu en devenant champion universel, notamment en devenant champion intercontinental. Vous vous rappelez qu'il a été champion intercontinental l'année dernière? Braun Strowman a vraiment perdu toute sa superbe en ce qui me concerne. Et le voir revenir, je me suis dit... Oh. Il y a un truc qui était un petit peu chouette, c'était que quand Cesaro était encore en commentaire au début du match, on lui a demandé est-ce que vous avez une stratégie pour les catcheurs qui sont plus imposants, quoi, les catcheurs qui sont plus grands? Et Cesaro a rigolé en disant oui, j'appliquerai la même stratégie que contre Big Show quand j'ai gagné le Andre the Giant Memorial Battle Royale à WrestleMania. Cesaro avait éliminé Big Show simplement en le portant et en le faisant passer par-dessus la 3e corde parce que Cesaro est incroyablement fort. Et là, le fait que Strowman arrive et que j'ai pas envie de voir Strowman gagner le Rumble du tout, c'est à l'origine du titre de ce live et aussi de sa miniature.
Strowman est flouté et noirci pour les gens qui n'ont pas encore vu SmackDown. Mais globalement, voilà, la hype prudente. C'est-à-dire que là, des deux, je préférais nettement que ce soit Cesaro qui gagne. Et Strowman est arrivé et a défoncé à peu près tout le monde, enfin, a défoncé les heels, et a mis un point d'honneur à massacrer Cesaro. Cesaro que j'ai vraiment très envie de voir gagner. Du coup, je suis un peu... Voilà, ça m'a un peu ratiédi. On va dire ça comme ça. Mais dans l'ensemble, c'était quand même un très bon go-home show. Il a réussi à me hyper pour Kevin Owens contre Roman Reigns, que j'avais pas très envie de voir, parce que je me suis dit, on l'a déjà vu 2 fois. En plus, Jey Uso n'est pas là dans la construction de ce match, alors que c'est lui qui a coûté la victoire à Kevin Owens 2 fois d'affilée. Là, je peux te dire que là, j'ai très envie de voir le match, et j'ai envie de voir Kevin Owens gagner, parce que Roman Reigns est un enfoiré. J'ai hâte de voir le Rumble. On discutera des pronostics demain, mais il y a plusieurs gens que j'espère voir gagner, qui correspondent assez peu aux gens dont je pense qu'ils vont gagner pour des raisons extrêmement simples qu'on détaillera demain midi. Je vais noter les derniers segments, je vais attribuer les points bonus et on va passer à vos derniers messages que vous pouvez mettre en avant jusqu'à ce qu'on aborde ce sujet. Alors, on a commencé avec... Je vais poser mon truc, excusez-moi, je vais poser mon carnet ici. Hop là, on a commencé avec un match Daniel Bryan contre AJ Styles auquel j'ai mis la note de B, c'est bien. C'est la définition du truc. Daniel Bryan, hop là, contre AJ Styles. AJ Styles qui est plus bas, hop, ici. Que j'ai mis la note de B. Avec Cesaro, Sami Zayn et Big E. C'est ça qui est important. Hop là, Cesaro, Sami Zayn et Big E. Ensuite, nous avons eu l'énorme six-man tag avec tout ce monde-là. Hein, Big E, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Cesaro, Daniel Bryan, 1, 2, 3, 4, 5, et il me manque AJ Styles. AJ Styles. Avec une intervention de The Miz et John Morrison. Ici. Puis Otis, c'est ça. Otis, il fait rien en ce moment. Ouais, je crois. Hein. Ah bah non, Otis, il est avec... il est avec Chad Gable. Donc c'est pas qu'il fait rien, mais c'est pas loin. Ah non, Otis, il est à SmackDown, je suis bête. Là. Et j'ai mis un A au dernier segment avec tout le monde, avec le florilège de la fleur. Donc 17 pour... Allons-y, c'est parti. Daniel Bryan, n'hésitez pas à mettre vos messages en avant pour que je les lise après. Hein. Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Cesaro, Big E, Otis, raté, Otis, Miz et Morrison. Hop là, AJ Styles. AJ Styles. Pourquoi je perds toujours AJ Styles? Il est là. Avec Sheamus. Et avec une intervention que je vais mettre en mineur parce qu'il est arrivé juste à la toute fin pour taper des gens. Braun Strowman. Et concernant les points bonus, j'ai mis 3 points à Kevin Owens parce que cette promo était incroyable. J'aurais peut-être pu mettre des points à Roman Reigns. Je les ai pas mis à Roman Reigns, j'aurais peut-être pu. FGH, IJK, Kevin Owens ici. J'ai mis 2 points à Braun Strowman parce que c'est lui qui a été mis en avant à la fin. C'est pas parce que je l'aime pas qu'il est pas... Enfin, que je l'aime pas. Que je suis pas très enthousiaste à l'idée de le revoir. Il est à Raw, Braun Strowman? Excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai un problème avec mes calculs. Ça arrive. Mes calculs de... je viens de me rappeler que le calcul a 2 sens. Hop. You. Ah, bah mince. Bon, j'ai un souci avec Braun Strowman, je ne sais pas pourquoi. C'est pas censé faire ça son score. Je regarde très vite fait, excusez-moi, parce que je pense que je vais oublier si jamais
Hop là, 17. Pourquoi toi t'es à 0? T'es pas censé être à 0, qu'est-ce qui t'arrive? J'essaye un dernier truc, si ça marche pas j'arrête d'essayer. Non c'est bon, ça a marché, super. Hop là, je vais juste mettre le bon format. Ça c'est gris parce qu'on sait pas encore si vous êtes à haut ou si vous y êtes pas. Ok, super. Excusez-moi. Donc 2 points je disais pour Braun Strowman et 1 point pour Bianca Belair qui a battu Bayley et ce qui est effectivement une des plus grosses victoires de sa carrière. On va passer au point de la semaine. Les points de la semaine, j'ai mis sans aucune hésitation 6 points et 5 points à Jungle Boy et Dax Harwood. Donc 6 points pour Jungle Boy. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous renvoie au replay du bilan de AEW. 5 points pour Dax Harwood. Ici. Hop, ce qui fait que tu comptes pour le stage du mois. On fera un bilan du mois en même temps que le bilan du Rumble. Voilà. Ensuite, 4 points pour... 4 points pour Kevin Owens, pareil, cette promo, nom de Dieu. WHJK ici. 3 points pour Finn Balor, pour le gros tease à NXT. 2 points pour Sheamus, pour son match contre John Morrison à Raw et pour son intervention dans le match aujourd'hui. Et 1 point pour Kyle O'Reilly, pareil pour le main event de NXT. Voilà, à partir de là, j'arrête de prendre les messages mis en avant, mais on va répondre, non, je vais répondre puisque je suis tout seul à vos questions, je vais réagir à vos messages, en tout cas, je vais les lire. Merci encore à Wistouille pour m'avoir passé les questions. J'ai un post concernant NXT UK, question à la bourre de Pipou SAIA, Pipou Saya peut-être. Penses-tu qu'il faudrait y avoir plus de takeover pour UK vu le niveau proposé, ou alors selon toi c'est leur rareté qui en fait le succès? Non, je pense qu'il faut pas que... Ils ont un roster très réduit à NXT UK par rapport aux autres rosters de la WWE. Faut pas qu'ils s'épuisent. Donc non, je pense que c'est bien. C'est bien que ça restera. J'ai aucune question concernant SmackDown, donc ça c'est curieux, mais j'ai des questions concernant le catch en général. Je pense que je vais avoir beaucoup de questions concernant le Rumble. The Asian Kebab me demande si les craintes autour du retour de Brock Lesnar s'avèrent vraies. Alors s'avère vrai ne se dit pas. On dit parce que s'avère, ça veut déjà dire être vrai finalement, tu vois. Donc si s'avère vrai, il faut dire si les craintes autour du retour de Brock Lesnar sont avérées. Voilà. Quid de Paul Heyman, le verrais-tu revenir vers Brock ou rester à la botte de Reigns? Je trouverais le retour de Brock intéressant, rien que pour ça, je suis d'accord. Mais ça répond pas à ta question du coup. Le verrais-tu revenir vers Brock ou rester à la botte de Reigns? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien le découvrir. Gregory Sly 51 me dit bonjour Lynx, penses-tu faire des lives après les PPV ou juste pour les Big Four avec d'autres personnes comme le Sad Panda ou d'autres personnes? J'avais beaucoup aimé vos bilans à deux. Bon, je peux le proposer, je sais pas ce qu'il dira, mais ça peut être une idée. J'ai dans l'idée de les faire tout seul pour l'instant. Pablo DBST me dit question tableau, quelle est la place qui t'a le plus surpris dans les stats annuels et mensuels comme Ronda en bas du tableau en 2018, sans spoil du tâche de 2020 évidemment. Je vais dire Shane McMahon à la 49e place du stage de l'année dernière. Pour le coup, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, c'est sans doute... Enfin voilà, c'est sa rivalité avec Kevin Owens qui a vraiment été... avec The Miz qui a vraiment été bonne en 2019. Mais ouais, sur le coup, ça m'avait surpris. Didi Insides Games me dit, désolé pour le pseudo, tu peux dire truc, ça me va, pouce en l'air. Oh non, mais Didi Inside Games, on va faire avec. Hein. Reigns a-t-il finalement réussi à atteindre une bonne place dans le stage de 2020 ? Je vais pas spoiler, parce que je rappelle qu'aux dernières nouvelles, je disais qu'il serait surprenant que Roman Reigns soit dans le stage de 2020, parce que non seulement il n'a pas été là pendant 4 mois, mais en plus il a commencé l'année avec une rivalité contre Goldberg, ce qui n'est pas très très bon
pour tout ce qui est notes. Donc je vous dis pas si il a une bonne place, je ne vous dis même pas si il est dans le classement. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que je sais s'il y est ou pas, et que je vais tourner le stage là bientôt. Je vais peut-être le tourner après le Rumble, pour pouvoir, pour pas dire un truc genre, comment dirais-je, pour pas dire une connerie, quoi. Pour pas dire ah là, je pense vraiment que ça va être l'année de Cesaro, et Cesaro s'est fait éliminer en 2 secondes du Rumble. Enfin voilà, pour pas m'engager sur une route dont on sait déjà qu'elle est déjà caduque. L'année dernière, par exemple, j'avais dit que Drew McIntyre était arrivé 37ème, quelque chose comme ça, mais que et j'avais enregistré après le Rumble, et j'avais dit par contre, je pense que 2020 sera une nettement meilleure année pour Drew McIntyre. Spoiler, il n'est pas 37ème cette année. Je vous dis pas à quelle place il est. Il est dans le top 50, je pense que je spoil personne en disant ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'avais oublié, mais fin 2019, Drew McIntyre avait fait une promo en disant que 2020 serait l'année de Drew McIntyre. Il y a des trucs comme ça, c'est marrant de se dire, est-ce qu'ils ont prévu tout ce qui allait se passer en 2020 ou... Parce que la WWE donne souvent l'impression de ne rien voir venir. Donc, à quel point ils prévoient, quoi. C'est une question, je trouve ça fascinant. Vardrak me dit, salut Lynx, on se plaint souvent des catcheurs qui aspirent une partie du ressort dans un vortex de non-intérêt. Je parlerai pas de Charlotte dans des termes aussi durs. Du coup, je voulais savoir, si tu pouvais supprimer un membre du roster de la WWE, enfin son personnage, pour éviter un tel phénomène, qui serait-ce? C'est pas supprimé, mais je me suis fait la réflexion. J'ai été sur Reddit et je voyais une interview de Charlotte Flair qui disait que des fois, elle se posait la question de savoir... elle aimait bien la storyline avec Alexa Bliss, et elle se disait comment elle interpréterait un personnage à la Alexa Bliss, c'est-à-dire un personnage, une autre version d'elle-même. Et ça m'a frappé, je me suis dit, on n'a jamais connu une autre Charlotte Flair. Becky Lynch a évolué, Alexa Bliss a évolué, Bayley a évolué, tous les personnages du roster ont évolué. Charlotte Flair joue ce personnage depuis le début. C'est le seul. C'est la seule catcheuse, en cherchant un peu, peut-être qu'il y en aura une autre qui me viendrait, mais une catcheuse aussi haut placée, même Sasha Banks a un peu évolué. Je dis même Sasha Banks parce qu'elle a un personnage quand même qui est très marqué et qui change assez peu, mais qui varie, quoi, qui varie un peu. Charlotte Flair, elle a toujours ce personnage-là. Donc c'est pas que je voudrais supprimer Charlotte Flair, c'est que je voudrais que Charlotte Flair, j'allais dire, soit un autre personnage. Pas soit un autre personnage, mais que son personnage change. Que... Je vois bien une histoire à la Charlotte Flair ne gagne plus jamais et ne comprend pas pourquoi. Il y a un truc qui l'empêche de gagner. Il y a un truc qui... elle perd ses moyens, elle perd sa concentration. Elle perd son... évidemment, le but, c'est de trouver qu'est-ce qui fait qu'elle perd. Qu'est-ce qui lui manque, quoi. Et ou qu'est-ce qu'elle a en trop, ou qu'est-ce que quoi, enfin voilà, je trouverais ça génial. Je trouverais ça... peut-être même une histoire à la Rhea Ripley là-bas à WrestleMania, et après ça, Charlotte Flair n'arrive plus à gagner parce qu'elle a été vaincue par Rhea Ripley. Et on peut imaginer que l'histoire, ce serait qu'elle s'est figuré que Rhea Ripley n'était pas une compétiteuse digne d'elle, et elle a perdu contre une compétiteuse qu'elle estimait pas digne d'elle, et en acceptant le fait que Rhea Ripley était à son niveau, elles se disent non, j'ai pas perdu contre une catcheuse qui était plus mauvaise que moi, j'ai perdu contre une catcheuse qui était à mon niveau. Et en se disant ça, elle fait la paix avec elle-même. Et voilà, ce genre d'histoire, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, mais il n'y a aucun personnage que vraiment je supprimerais du roster de la WWE. Est-ce qu'il y en aurait aucun? Bon, j'ai pas envie d'y réfléchir parce que j'aime pas cette idée-là de supprimer des personnages. Swifty me dit, salut Lynx, honnêtement le PPV Royal Rumble ne me hype pas beaucoup, Goldberg y est pour beaucoup car j'ai peur. J'ai pas peur parce que j'ai pas peur. Vous allez voir, on va parler demain de mes pronostics. Mais le match Rumble masculin peut être excellent. Quelle serait pour toi la pire et la meilleure idée pour la victoire du Rumble? On fera les pronostics détaillés demain. Je vais y réfléchir pour faire un live bien construit demain. La meilleure idée... je te dis, on va en parler demain parce que c'est une question compliquée. Parce qu'il y a... il y a le fait qu'il y a quel catcheur on voit bien gagner, quel catcheur on redoute, on redoute qu'il gagne. Vous mettez les mots de la phrase dans l'ordre, c'est pas grave. Et les idées complètement aberrantes. C'est-à-dire que
Mustafa Ali qui gagne le Rumble, moi ça me... Je dis Mustafa Ali, mais Ricochet, Aleister Black, des catcheurs qui n'ont absolument aucune hype en rentrant dans le Rumble, le gagnent. Ça ne se peut pas, mais ce serait génial. Là, pour le coup, ce serait vraiment inattendu. Donc voilà, la pire idée, c'est quelqu'un d'extrêmement attendu, d'extrêmement établi, qui donne pas envie de rêver, quoi. Il gagne le match, tu te dis... Ça hype un match qui est pas pour toi. Pour moi, c'est ça les pires idées. Nous, on en discutera plus en détail demain. Fade to Black me dit, selon toi, quelle probabilité de voir Aleister au Rumble? On est sur du 50-50, je pense. Je comprends pas qu'Aleister Black soit pas plus mis en avant. Donc, à partir du moment où je ne comprends pas, je peux pas te dire... je peux pas parler de probabilité. Je ne sais pas s'il garde Aleister Black en réserve pour le ressortir à un moment donné, à un moment où on s'y attend pas, ou s'ils en ont juste rien à foutre. Je ne sais vraiment pas. Je peux te dire que Seth Rollins, à mon avis, c'est très probable qu'on le voit au Rumble. Voilà, il y a quelques noms comme ça dont je me dis, je les vois bien revenir au Rumble. Aleister Black, je ne peux pas te répondre. Fireon me dit, salut Lynx, que penses-tu d'un retour de Rollins en face pour une rivalité avec Roman Reigns? Oh. J'ai pas envie. Là, comme ça, j'ai pas envie. J'aimerais bien que les catcheurs autour du titre universel soient un peu plus frais. Que ça change un peu. Voilà. J'aimerais bien ça. Gleard me dit, Roman Reigns était présenté comme imbattable à son retour et c'est toujours ce qu'il est censé être, mais en même temps il triche 2 fois de suite pour gagner. Est-ce que le risque d'en faire un champion en carton est pas un gros problème dans le personnage qu'ils mettent en place? Oui, je pense que Roman Reigns est présenté comme un champion en carton, oui. Comment tu peux dire ça? Il a juste... Effectivement, les 2 matchs qu'il a eu contre Kevin Owens, il aurait dû les perdre. Ça fait que mettre Kevin Owens en avant. Roman Reigns n'est pas affaibli une seule seconde par ce booking-là, en ce qui me concerne. Tout ce que ça veut dire, c'est que Kevin Owens aurait dû le battre. Ponctuellement. Peut-être que Roman Reigns va gagner clean au Rumble. C'est tout à fait possible. Roman Reigns n'est pas du tout présenté comme faible. Tu te l'as dit toi-même, il était présenté comme imbattable à son retour. Il a juste rencontré quelqu'un qui aurait pu le battre, et il a préféré tricher pour gagner. Et en même temps, il triche depuis qu'il est revenu. C'est juste que la différence avec Kevin Owens, c'est que Kevin Owens aurait gagné. C'est une certitude. Aurait gagné si Roman Reigns n'avait pas triché. Mais Roman Reigns est très protégé. Je dis, tu peux pas dire que c'est un champion en carton, tu dis absolument ce que tu veux. Mais on n'a pas la même perception de Roman Reigns du tout à ce moment-là. Il a juste triché pour gagner 2 fois. Contre le même gars en plus, c'est pas comme si... tu veux, si Roman Reigns était sur... C'est pas... tu veux un catcheur en carton, Riddle. Riddle est toujours aspirant numéro 1 pour le titre US, on est d'accord. Donc sur le coup, tu te dis, bon, bah voilà, il est quand même relativement protégé. Bobby Lashley, alors, d'une part, il a triché pour gagner contre Bobby Lashley, et c'est juste que l'arbitre l'a pas vu, donc ça le protège pas. De deux parts, Bobby Lashley l'a battu extrêmement vite, de façon décisive, sans tricher. Effectivement, il l'a attaqué avant le match, mais il l'a attaqué, il l'a pas... C'est pas comme s'il l'avait passé à tabac avec une chaise ou quoi, utiliser des... Non, il l'a attaqué, c'est un match de catch, au bout d'un moment, il faut s'attaquer. Là, il a attaqué avant le début du match. C'est pas bien, c'est comment dire, c'est une tactique de heel, mais la défaite de Riddle, elle est décisive et un peu humiliante. Et en plus, dans le gauntlet match de Raw, aujourd'hui, Shelton Benjamin a fait le tomber sur Riddle, c'est juste que l'arbitre était distrait par Cedric Alexander et qu'il l'a pas vu. Voilà, ça pour moi c'est un challenger en carton. Riddle a perdu 3 fois contre Bobby Lashley. Alors que c'est censé être le challenger, quoi. C'est pas censé être le champion, c'est-à-dire que c'est pas... Non, pardon, il a perdu 2 fois contre Bobby Lashley et 1 fois contre Shelton Benjamin. Si Roman Reigns avait perdu contre... Si Roman Reigns avait perdu visuellement contre Sami Zayn, c'est-à-dire non, mais Kevin Owens n'a pas de partenaire, pas de lui en moins bien, c'est-à-dire de membre de sa faction qui serait un petit peu en dessous.
Mais tu vois l'idée, si Kevin Owens et Sami Zayn étaient en équipe et qu'on acceptait l'idée que Kevin Owens est meilleur que Sami Zayn, voilà, ce serait comme si Roman Reigns avait perdu visuellement face à Sami Zayn, mais que l'arbitre l'avait pas vu. Ça pour moi, c'est présenté comme faible. Là, en l'occurrence, Roman Reigns a gagné, Roman Reigns a gagné de façon déloyale, mais c'est que contre Kevin Owens, et Kevin Owens s'est très bien battu. Pour moi, ça met en avant Kevin Owens plus que ça ne nuit à Roman Reigns. C'était très long pour dire tout le temps la même chose. Je me suis répété 5 fois. Aldebaran, me dit « Salut Lynx, vas-tu faire des mentions honorables pour le stage de 2020 pour parler des catcheurs bons mais qui n'ont pas pu se hisser dans le classement pour blessure par exemple ?» Vous allez découvrir ce que je vais faire pour le stage de 2020. Je parle des catcheurs des catcheurs de la WWE qui ne sont pas dans le classement à cause de l'arrivée de AEW dans le classement. Voilà, je vous présente les 18 catcheurs, équipes catcheuses qui ne sont pas dans le classement à cause de AEW. Je pourrais ajouter à cause de AEW et NXT UK, mais il n'y a pas un seul catcheur de NXT UK dans le classement parce que ils ont pas été là pendant 4 mois. Donc ça a handicapé toutes leurs notes. Ce que j'ai fait en revanche, c'est que je vous ai donné un top 10 des catcheurs de NXT UK en 2020 pour vous donner le truc. Il n'y a que Fabian Eichner et Marcel Bartel, l'équipe de Imperium, qui sont 54e, je crois, quelque chose comme ça. Mais parce qu'ils ont été champions de NXT, ils ont continué à catcher pendant que NXT UK n'était pas diffusé. C'est pour ça. Pour le reste, vous verrez. Et concernant un autre sujet, Wisto il m'a fait remarquer qu'à 12h52, on avait 174 spectateurs. Je vais voir à combien on s'est élevé exactement, parce que sur le chat, on m'a dit 180 quelque chose, donc on verra bien. Maintenant, bon bah on verra. Je vois que Swifty a été ban par Moobot. Ça c'est jamais bon. Quand c'est Moobot qui te ban, c'est pas chouette. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je voulais vous parler des projets que j'ai. Donc demain on se donne rendez-vous à midi pour faire les pronostics du Royal Rumble. On va parler des catcheurs dont on espère qu'ils vont gagner, dont on pense qu'ils vont gagner, des différents matchs évidemment, des différents Rumble évidemment. Ça sera uniquement sur Twitch, ça ne sera pas sur YouTube, donc si vous suivez les replays sur YouTube, faudra venir sur Twitch pour voir soit le replay, soit le live directement. On fera le bilan lundi, j'allais dire lundi midi, lundi quand j'aurai fini de voir le Rumble, c'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc voilà. Ça sera sur le coup en début d'après-midi, on va dire au plus tard en début d'après-midi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'avais une idée. On parlait de l'idée de faire un live pour que je vous présente, le tableau. Je pense que ça va être un truc à débloquer. C'est-à-dire, quand j'arriverai à 50 points d'abonnés sur Twitch, on fera un live où je vous présenterai le tableau. Je trouve que c'est logique. Je trouve que c'est logique de se dire, plus vous montrez d'intérêt pour le contenu que je fais sur Twitch, plus je fais de contenu sur Twitch. Ça me semble aller de soi. Je réfléchis à vous faire des emotes personnalisés, je réfléchis à vous faire je réfléchis à rendre les émissions un peu sympas. N'hésitez pas si vous avez des idées. Je pensais utiliser la tête de Cesaro là comme emote pour illustrer les moments où des catcheurs qu'on aime beaucoup se font écraser par la WWE. Voilà. Je réfléchis à faire des emotes à base de têtes, mais des têtes qui veulent dire quelque chose dans un certain contexte. Voilà. Donc c'est encore en projet. On construit tout ça, on construit les stats en live tous ensemble. Merci à tous pour votre attention. Je vais aller déjeuner et je vous souhaite une très bonne après-midi. On se donne rendez-vous demain pour le live concernant les pronostics du Rumble. Bisous tout le monde et à très bientôt.